Savez-vous que le gouvernement français a ses propres secrets sombres et ses personnages énigmatiques? Entrez dans le monde de Charles Pasqua, une figure imposante de la politique française, souvent qualifié de chevalier noir de la République. Son histoire est une tapisserie complexe, tissée d'actions audacieuses, de tactiques controversées et d'un engagement inébranlable envers ses convictions, aussi controversées soient-elles. Charles Pasqua, un nom qui résonne avec le mystère et la puissance au cœur de la politique française d'après-guerre. Son décès, presque passé inaperçu en Amérique du Nord, souligne non seulement le fossé culturel qui sépare nos continents en matière de compréhension politique, mais aussi la propension de Pasqua à opérer dans l'ombre. Un homme d'influence, certes, mais toujours légèrement en retrait, tirant les ficelles avec une discrétion calculée. L'histoire de Pasqua est digne d'un roman. Imaginez, un petit-fils de berger corse devenu résistant à l'âge tendre de 15 ans. Pasqua, le vendeur de pastis, l'agent politique murmurant dans l'ombre, transformé en faiseur de roi gaulliste. Chef de police à poigne de fer, maître espion autoproclamé et orateur charismatique défendant avec véhémence la souveraineté française. Une vie plus grande que nature, n'est-ce pas? Et Pasqua, avec son flair théâtral, savourait chaque instant. Sa gouaille marseillaise, son franc-parler et sa réputation sulfureuse, il les portait comme des médailles. Son regard perçant, ses bajoues proéminentes, tout en lui criait personnage hors du commun. Dans un monde politique français souvent peuplé de technocrates lisses et sans aspérité, Pasqua détonnait. Il était ce que les journalistes appellent un bon client. Quelqu'un qui alimentait les chroniques avec des anecdotes croustillantes, des déclarations fracassantes. Né à Grasse en 1927, ses parents corses avaient fui la pauvreté de l'île pour le continent. Son père, policier, s'engagea dans la résistance. Pasqua, lui, quitta l'école pour rejoindre le maquis en 1942, forgeant ainsi son caractère dans le creuset de la guerre. Après la Libération, il travailla pour Paul Ricard, le magnat du pastis. Ricard et de Gaulle, deux figures tutélaires qui ont marqué Pasqua à jamais. Mais la politique le démangeait. Fidèle gaulliste depuis la guerre, il participa activement au mouvement d'après-guerre. Avec le retour de Gaulle au pouvoir en 1958, il aida à créer le Service d'action civique, SAC, une organisation trouble, un mélange de policiers, d'agents secrets, de militants, de gangsters. Le SAC, bras armés du gaullisme, intervenait dans l'ombre, manipulant, intimidant et maintenant l'ordre à tout prix. Pasqua, vice-président du SAC, le mobilisa lors des événements de mai 68. Des centaines de milliers de manifestants déferlèrent sur les Champs-Élysées, renversant le cours de l'histoire. Pasqua, l'homme de l'ombre, prenait du galon. De simple homme de main, il devint un intermédiaire politique de poids, un acteur incontournable des luttes intestines du gaullisme après la mort du général. Des luttes qu'il qualifia lui-même de tragédie grecque, une véritable maison d'attrait des temps modernes. Dans le théâtre politique agité de la France d'après-guerre, Pasqua, le stratège, le manipulateur, a joué un rôle crucial. Il était un maître dans l'art de tisser des alliances, de trahir avec un sourire et de remodeler le paysage politique à son avantage. Son ascension est intimement liée à celle de Jacques Chirac. En 1964, Chirac, jeune loup ambitieux, se rebelle contre l'établissement gaulliste et soutient Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle. Pasqua, flairant le vent tourné, mise sur Chirac. Un pari gagnant. Giscard, victorieux, nomme Chirac Premier ministre. Pasqua orchestre alors la prise de pouvoir de Chirac sur le parti gaulliste. Il le restructure, le rebaptise Rassemblement pour la République, RPR, et en consolide l'appareil. Il tire les ficelles, place ses pions et renforce son emprise sur le parti. Un véritable travail d'architecte politique. L'objectif, propulser Chirac à l'Élysée. Pour cela, il simule une rupture avec Giscard, permettant à Chirac de démissionner du gouvernement et de se poser en alternative. Pasqua aide ensuite Chirac à conquérir la mairie de Paris en 1967.
La capitale devient le fief, la machine à gagner du RPR. L'élection présidentielle de 1991 est un tournant. Chirac est éliminé au premier tour. Que faire? Pasca, toujours aussi machiavélique, appelle en douce à voter pour François Mitterrand, vous avez bien entendu. Oui, le socialiste Mitterrand, l'ennemi juré. L'objectif, barrer la route à Giscard et préparer le terrain pour la revanche de Chirac. Une manœuvre audacieuse, cynique et efficace. Les années 80 vont voir l'influence de Pasca atteindre son apogée. Il devient le baron des Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France après Paris. Son petit Koweït, comme il l'appelait avec une ironie non dissimulée. Il y règne en maître, distribuant les faveurs, nourrissant les clientèles et transformant le département en une pépinière de cadres RPR. Les Pasqua Boys, une nouvelle génération de gaullistes formés à son école, gravitent autour de lui. Parmi eux, un certain Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire de Pasca et Chirac est une histoire de pouvoir, d'ambition et de trahison. Une relation complexe, faite de loyauté et de rivalité. En 1988, déçu par les revirements idéologiques de Chirac, notamment sur l'Europe, Pasca prend ses distances. La rupture est consommée en 1995, lorsque Chirac l'emporte sur Balladur à la présidentielle. Pasca quitte le RPR, le parti qu'il a construit de ses propres mains, et fonde son propre mouvement souverainiste. Un pied de nez à Chirac, un dernier acte de défiance. L'élève avait dépassé le maître, mais le maître n'avait pas dit son dernier mot. Charles Pasca, un homme aux multiples facettes. Il était à la fois flic impitoyable, politicien rusé et parrain bienfaiteur. Un mélange détonnant qui a marqué l'histoire de la France. Nommé ministre de l'Intérieur à 2 reprises, Pasca a cultivé l'image du dur à cuire, de l'homme de poigne. Il prônait le rétablissement de la peine de mort, durcissait les lois sur l'immigration et rétablissait les unités de police motorisées, ces voltigeurs à moto craints des manifestants. Un épisode tragique marquera à jamais son passage au ministère. La mort de Malik Oussekine, étudiant tué par la police lors de manifestations en 1986. Un événement qui hante encore la conscience collective et symbolise les dérives de la répression policière. Mais Pasca, c'était aussi le politique, maître de son fief des Hauts-de-Seine. Son petit Koweït, qu'il gérait d'une main de fer, mélangeant clientélisme et grands travaux. Il a développé les services publics, attiré les investisseurs et lancé des projets pharaoniques comme la construction d'une nouvelle université, ironiquement surnommée Université Pasca. Il a transformé le département en un bastion imprenable du RPR, formant une génération de fidèles, les Pasqua Boys, parmi lesquels Nicolas Sarkozy, qui deviendra plus tard président de la République. Mais l'histoire de Pasca ne se limite pas aux frontières françaises. Il a mené une diplomatie parallèle, cultivant des réseaux d'influence en Afrique et au Moyen-Orient. Il a court-circuité les canaux diplomatiques officiels, négociant directement avec l'Iran et le Hezbollah la libération d'otages français. Il a soutenu des régimes autoritaires en Afrique, perpétuant la tradition trouble de la France-Afrique. Omar Bongo, le président gabonais, était l'un de ses proches. Pasca prétendait comprendre l'âme africaine grâce à lui. Une affirmation qui en dit long sur sa vision paternaliste et néocoloniale de l'Afrique. L'histoire de Charles Pasca, c'est aussi l'histoire d'une chute. Une chute lente, insidieuse et presque inévitable. Comme si le chevalier noir était finalement rattrapé par ses propres démons. Pasca, l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents, l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre, s'est retrouvé piégé dans les filets de la justice. Ironie du sort, ce sont les mêmes méthodes, les mêmes réseaux qui l'avaient propulsé au sommet qui ont causé sa perte. L'affaire de l'Angola Gate,
Un scandale de vente d'armes impliquant des personnalités françaises et africaines va le hanter pendant des années. Accusé de corruption, il est condamné en première instance, puis finalement blanchi en appel. Mais la tâche est indélébile. On l'a comparé à J. Edgar Hoover, le puissant directeur du FBI. Comme lui, Pasca était soupçonné d'avoir amassé des dossiers compromettants sur ses rivaux, prêt à les utiliser au moment opportun. Mieux vaut passer pour un gangster que pour un imbécile, aimait-il à répéter. Une maxime qui en dit long sur sa conception du pouvoir. En 2009, alors que les accusations s'accumulent, il convoque une conférence de presse. L'atmosphère est électrique. Pasca menace de révéler des secrets qui feraient trembler la République. Il vise Chirac, son ancien protégé, devenu son ennemi juré. La classe politique retient son souffle, mais les révélations n'arriveront jamais. Bluff, chantage ou simple coup de pression. Le mystère reste entier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.